Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de la fantaisie. Et j'ai changé quelque peu de décor, enfin j'ai juste changé de côté, je me suis mise sur mon canapé parce qu'il fait une chaleur à crever et que le Velux est ouvert et du coup j'ai un peu d'air là où je suis, ce qui n'est pas le cas devant ma bibliothèque et qu'il fait une telle chaleur que je suis comme la méchante sorcière d'Oz, je fonds littéralement. Voilà. Bref, pour revenir à ce qui nous concerne actuellement, j'ai participé encore une fois au challenge du mois de la fantaisie, organisé tous les ans depuis 3 ans par Stéphanie de la chaîne Pikiti Bookin. On ne la présente plus, mais je vous mettrai encore une fois le lien dans la barre d'infos en dessous. C'est l'un des seuls challenges auxquels je participe sans le moindre souci, sans la moindre impréhension, avec un plaisir immense chaque année. Et cette année encore une fois, ça a été un vrai plaisir. L'année dernière, je m'étais fixé un objectif qui était de lire le maximum de livres en un mois concernant la fantaisie. J'en avais lu 6. Sauf que voilà, je ne m'étais pas préoccupée plus que ça de la liste et des thèmes qui étaient proposés. J'avais même pas fait attention à ça. Je m'en étais rendu compte vraiment à la fin du mois. Cette année, si, j'ai quand même pris la liste, mais je ne me suis fixé aucun objectif. Je me suis dit, j'y vais au feeling, je vais lire les livres qui me font envie. Si je lis beaucoup, tant mieux. Si je lis pas beaucoup, c'est pas grave. Ce qui fait que cette année, j'ai lu moins de livres. J'en ai lu que 4. Mais dans les 4, il y a un 5e que j'avais commencé, que j'ai mis de côté ou abandonné, je me tâte encore, je vous en parlerai là tout de suite après. Et j'ai lu quand même 2 pavés de plus de 500 pages, ce qui est quand même pas mal hein, en soi. Donc je trouve que c'est un bon mois de mai qui s'est déroulé. Et encore une fois, j'y ai pris énormément de plaisir. Je commence par le livre que j'ai finalement mis de côté. Et ce livre faisait partie du thème un livre de Sapal, sortir une relique de Sapal. Et moi je m'étais penchée sur ce livre qui traînait depuis déjà quelques années dans ma pile à lire. Il s'agit donc du premier tome de la duologie de la rédemption d'Altalus, Les yeux d'émeraude de David et Leigh Eddings, publié chez Pocket. À savoir que le résumé m'avait vraiment intriguée. Alors je suis désolée, c'est un peu sombre parce que voilà, il commence à se faire un peu tard. Donc je sais pas si vous voyez la couverture. Bref, dans ce livre on est dans de la fantaisie assez classique. On va suivre un jeune homme qui s'appelle Altalus, c'est un voleur, il vit dans le nord, il a toujours été chanceux. Et puis un jour il décide de changer un peu d'horizon, il décide d'aller donc dans le sud et tenter sa chance là-bas, sauf que ça ne fonctionne pas trop et il va de déboire en déboire. Revenu dans son pays, on va lui proposer de voler un objet précieux qui est un grimoire. Lui a besoin d'argent, donc il accepte, il va pour aller voler ce grimoire. Sauf qu'une fois arrivé dans la maison où est le grimoire, il va s'y retrouver enfermé avec un animal qui est une chatte, qui va l'empêcher de partir tant qu'il n'aura pas appris tout le grimoire de A à Z, compris tous les préceptes. Enfin bon, bref, de l'avoir lu en long, en large et en travers. L'ennui, c'est que Altalus ne sait pas lire, donc ça démarre mal pour lui. Alors c'était bien parti parce que j'étais extrêmement enthousiaste. Ça fait très longtemps qu'il est dans ma palle, il me donnait toujours autant envie. Sauf que j'ai assez rapidement déchanté, notamment par la plume de l'auteur qui m'a laissé un peu perplexe. Je n'ai pas vraiment accroché à sa plume. J'ai trouvé que ça ne correspondait pas au personnage premièrement, et la plume en général, je ne l'ai pas particulièrement aimée, elle me laissait un peu circonspecte, un peu perplexe, je n'ai pas particulièrement aimé la plume. Mais si avec ça, sauf qu'il n'y a pas eu que ça, je l'ai mis en pause à un peu plus de 130 pages, parce qu'au bout de 130 pages, en fait, il ne se passe rien. Voilà. L'ennui également avec ce livre, c'est le rythme, c'est le fait qu'on s'ennuie rapidement. Voilà. Dans les 133 pages, on suit donc Altalus dans ses déboires et dans son apprentissage du grimoire. Sauf qu'au bout de 133 pages, il n'a toujours pas fini d'apprendre le grimoire. Voilà. Et j'ai l'impression que ça ne va pas se terminer rapidement. Donc au bout de 133 pages sur un livre qui fait 400 pages, je trouve que c'est très long. Et voilà, du coup, je l'ai mis de côté parce que je me suis dit si ça continue comme ça, à la fin du mois, je ne l'aurais pas terminé. Et je n'aurais lu que ça, voilà. Donc je me suis dit que j'allais le mettre de côté, commencer autre chose, sauf que du coup là j'hésite. Je sais pas encore si je vais me le reprendre ou pas, je sais pas, pour l'instant je me tâte encore.
Ensuite, j'ai lu un livre dont la couverture a du bleu, je crois que c'est le 9 ou par là dans la liste, mais bon, c'est pas grave. Et le livre que j'ai choisi, il ne pouvait pas mieux tomber puisqu'il est entièrement bleu. Il s'agit du premier tome de l'Automne des Magiciens, donc La Fugitive de Hélène P. Beaulieu, publié chez Brajlon. Et j'étais assez enthousiaste parce que c'est pareil, celui-là il me faisait envie depuis un certain temps, il était dans ma pile à lire électronique, donc comme d'habitude couverture ici, depuis un certain temps, mais une fois encore j'ai assez déchanté. Je l'ai lu jusqu'au bout, il faisait quand même plus de 500 pages, mais ça a été compliqué sur la fin. Donc ici on va suivre Octaviane, qui est la dernière née d'une, je sais plus comment on appelle, une famille de sœurs composée que de sœurs. C'est pas fratrie, c'est un autre nom. Sororité, un truc du genre, je sais plus. Bref, c'est la dernière de cette famille de 8 filles. Sa sœur aînée est la reine du royaume, elle a des dons magiques et aucune de ses autres sœurs n'ont ces dons. Elle est réputée pour être extrêmement intransigeante, pardon, et elle marie petit à petit ses sœurs, donc ce sont des mariages arrangés, évidemment ce sont surtout des mariages politiques. Et le jour où ça arrive pour Octaviane, celle-ci refuse catégoriquement de se marier. Sa sœur veut la punir et elle va se défendre avec de la magie. Sauf que normalement, mis à part l'aînée, aucune des sœurs ne devrait avoir de la magie. N'est jamais arrivé par rapport aux légendes, par rapport à l'histoire. C'est jamais arrivé, donc Octaviane prend la fuite et décide d'apprendre la magie tout en essayant d'échapper aux poursuivants que sa sœur lui envoie. Je vous en dis pas plus. Mais alors moi, ce qui m'a vraiment ennuyée dans ce roman, c'est pas le rythme, c'est pas l'histoire en elle-même que j'ai trouvé plutôt géniale, enfin plutôt chouette, pas géniale, mais plutôt chouette, sympathique, ça sortait pas de l'ordinaire, mais la plume était agréable, on passait un bon moment. Le problème qui se pose ici, c'est Octaviane et ses relations. Parce qu'Octaviane, quand elle s'enfuit, c'est une jeune femme de 16 ans, donc elle est adolescente, elle commence à rentrer dans l'âge adulte. Donc évidemment, il y a les hormones en ébullition et tout. Mais à partir de là, c'est bourré de tensions sexuelles d'un bout à l'autre du roman. On sait qu'elle a eu un premier amour, elle va avoir d'autres amours, mais c'est pas crédible. Je veux dire, il y a de la tension sexuelle avec tous les personnages masculins. À croire que tous les personnages masculins, quand ils la voient, ils ne pensent qu'à ça. Comme si c'était la plus belle femme au monde, comme s'il n'y avait qu'elle au monde. Non, 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 et elle, c'est pas mieux, quoi. Je sais pas, j'ai pas trouvé ça très crédible et ça m'a saoulée. Voilà, ça m'a clairement saoulée. Alors je veux bien qu'elle ait 16 ans, je veux bien qu'elle découvre son corps, je veux bien qu'elle découvre ses amours, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais c'est pas l'histoire principale. Je veux dire, on n'est pas dans une romance à la base, on est dans une fantaisie avec complot politique, retournement de situation, une princesse qui a fui son devoir. C'est aussi un problème que j'ai trouvé chez elle, c'est que je la trouve assez égoïste. Pas qu'elle n'a pas eu raison de s'enfuir dans l'histoire, mais je trouve que c'est un personnage assez égoïste en soi. Et malheureusement, ça ne m'a pas plu non plus. L'histoire, finalement, elle ne sort pas non plus de l'ordinaire. Mais du coup, voilà, je suis assez mitigée pour ce premier tome. Je ne sais même pas si je vais lire le deuxième tome. Parce que finalement, je me dis que ça m'a pas tant plu que ça. Et qu'en plus, j'ai plein d'autres livres à lire qui certainement me plairont plus. Donc, je ne sais pas si je continuerai cette saga. Ensuite, j'ai lu du coup le roman d'une autrice et j'ai décidé de prendre le premier tome de cette saga. Il s'agit donc des chroniques de Makela Lane. Donc ici, Fièvre Noire de Karen Marie Moning, publiée aux éditions J'ai lu. Cette saga, je suis tombée dessus, donc les 5 tomes de cette saga première d'occasion. Et j'ai sauté dessus parce que voilà, je me suis dit 5 € chaque tome, ça en valait la peine. Qui plus est, Bérangère en avait déjà parlé, elle avait eu un bon gros coup de cœur pour ce premier tome. Je me suis dit que ça ne pourrait que me plaire. Ça m'a plu, j'ai pas eu un coup de cœur, mais j'ai trouvé que c'était une bonne lecture. Donc ici, on va suivre Makela Lane, qui est une jeune femme de 22 ans, qui se laisse vivre, portée par la vie. Elle se préoccupe pas particulièrement de son avenir, pas particulièrement des autres non plus, mis à part de ses parents et de sa sœur. Sa sœur d'ailleurs est partie vivre en Irlande pendant un an pour y faire ses études, et Makela avait décidé que elle et sa sœur, quand elle reviendrait, s'inscriraient à la fac et feraient leurs études ensemble, en colocation et tout le tintouin, sauf que malheureusement, sa sœur va être assassinée en Irlande. L'enquête pour elle va être clairement bâclée, puisque de toute façon, on n'aura pas retrouvé le meurtrier. Donc Makela, un peu sur un coup de tête, décide de partir en Irlande et de faire sa propre enquête. Et elle va rapidement découvrir tout un tas de choses qu'elle n'aurait peut-être pas dû découvrir, et elle va tomber sur un type nommé Baron, il me semble. Je crois que c'est ça, Baron, je sais plus.
qui est un homme aussi antipathique qu'il est mystérieux. Donc je vous en dis pas plus pour ce premier tome. Alors, pour ce premier tome, j'ai bien aimé, je vous avoue que c'est pas un coup de cœur, pourtant c'est typiquement le genre de livre que j'aime, de l'urban fantasy, ça fait partie, je crois que c'est devenu même mon genre favori, on va pas se mentir, la fantasy et l'urban fantasy, c'est, voilà, j'adore. Le hic, c'est que j'ai eu beaucoup de mal à rentrer dans l'histoire, il m'a fallu un certain temps pour vraiment plonger dedans et vraiment apprécier ma lecture. Qui plus est, j'ai eu du mal au départ à accrocher avec Makela, parce que, je sais pas, je la trouvais un peu trop frivole, un peu trop... je m'en foutiste peut-être. Naïve certes, mais bon, tous les jeunes, hein, pas que les jeunes femmes, les jeunes hommes, quand ils démarrent dans la vie, ils sont pleins d'espoir, pleins d'utopie, pleins de rêves. Malheureusement, la vie fait que on n'obtient pas toujours ce qu'on veut. Mais Makela, elle a été un peu... elle a eu une existence dorée, on va dire comme ça, parce que voilà, elle a toujours été aimée, elle n'a jamais rien manqué, elle n'a jamais manqué de rien, elle a quand même des parents qui sont très aisés, donc elle a toujours eu un peu ce qu'elle voulait, voilà, une vie dorée, et là elle va plonger dans un univers qui est complètement différent du sien, et donc elle va évoluer. Je vous avoue qu'au départ, même si je la trouvais pas bête ou quoi que ce soit, je trouvais qu'elle était un peu poupée Barbie, je m'en foutiste, rien à faire des autres. Bon bref, c'était ma sensation. Finalement, elle évolue et on se rend compte qu'elle n'est pas si poupée Barbie que ça. C'est quelqu'un d'intelligent, qui est quand même extrêmement têtu, et notamment avec Baron, qui est un personnage très mystérieux et en même temps très détestable. Voilà, moi au départ, je l'aimais pas, d'ailleurs je l'aime toujours pas, mais j'aime ne pas l'aimer. Voilà, il y a des moments où je le trouve sympathique, et puis des moments non, je juste envie de me foutre 3 tangioles dans la tronche. Mais on sent quand même qu'il doit y avoir quelque chose derrière. Concernant l'univers, c'est un premier tome. Alors on voit déjà beaucoup de choses dans ce premier tome. Beaucoup de choses que j'ai trouvées en surface. Mais c'est un premier tome, donc je pense que la suite sera plus approfondie. Mais on sent déjà dès le départ que la suite présage déjà du lourd, parce que c'est quand même déjà du lourd dans le premier tome, hein. Je vous garantis que vous en avez pour votre lecture, on va dire ça comme ça. On a un rythme assez rapide, on a un rythme plein de rebondissements, des révélations et surtout plein de découvertes, puisqu'on découvre en même temps que Makela. Donc ouais, le deuxième tome, je pense que ce sera également une très bonne lecture. Ensuite, j'ai lu un tome d'une saga et je me suis décidée pour le tome 2 de Jacobi, donc sur les traces de la bête de William Ritter, publié chez Bayard. A savoir que j'avais beaucoup aimé le premier tome, ça avait été un petit coup de cœur et que celui-là me faisait envie pratiquement depuis que je me l'étais acheté. Donc c'était l'occasion ou jamais et je vous avoue que j'ai pris mon pied. Voilà, j'ai encore une fois adoré. Ici on retrouve donc Abigail et Jacobi dans leurs enquêtes, dans leur vie de tous les jours. Et un jour, le flic, je ne sais plus comment il s'appelle, qu'on rencontre dans le premier tome, va leur demander d'aller aider un ancien coéquipier qui a été muté dans une autre petite campagne, dans une autre petite ville à la campagne, qu'on avait découvert dans le premier tome. Enfin voilà, il a été muté et il a besoin d'aide parce qu'apparemment il y a d'étranges disparitions et ils ont également découvert des ossements préhistoriques et tout ça fait que Jacobi accepte parce qu'en plus, bon voilà, c'est un peu un ami, donc il se dit voilà, on va y aller. Autant vous dire qu'Abigail est très contente puisque cette amie, pour elle, voilà, elle avait un léger petit béguin pour ce jeune homme. Je crois que le contraire était également vrai, hein. Bref, là, ils y vont et ils vont découvrir tout un tas de choses absolument hallucinantes. Et évidemment, rien ne va se passer comme prévu, encore une fois. Et vraiment, j'ai encore adoré cette lecture. Dans ces romans, on a un rythme rapide, tout va assez vite. C'est un peu de mal à démarrer, mais ensuite tout va rapidement se développer. On va découvrir de nouveaux personnages haut en couleur. Autant vous dire que tous les personnages là-dedans, voilà, on a le droit à des personnages vraiment de haute volée. Et j'ai adoré l'intrigue, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré le rythme. J'adore autant Abigail parce que Abigail, elle est un peu perdue dans cet univers. Et elle continue à suivre Jacobi, elle ne voit pas ce que lui voit, donc c'est compliqué pour elle de l'aider.
Mais voilà, il y a tout un tas de choses qui se passent qui font qu'on est obligé d'aimer, les personnages, même si ce sont des secondaires, on est obligé d'avoir notre préféré, on découvre de nouvelles créatures, voilà, bref, j'ai encore une fois adoré cette histoire parce que voilà, on a un univers qui est vraiment chouette, on a des personnages qui sont vraiment attachants, autant de couleurs, avec des caractères, mais on ne peut que les aimer, ces personnages, on ne peut que les aimer. J'aime le rythme, j'aime encore une fois l'intrigue, j'aime également les créatures qu'on découvre, qui sont tellement originales et tellement loufoques parfois, mais aussi tellement dangereuses et tellement géniales. Voilà, je vous conseille vraiment cette saga jeunesse parce que elle est hyper fun, elle est hyper chouette, voilà, elle est géniale. Et je termine du coup par un livre de plus de 500 pages. J'ai plutôt relu Le 7e guerrier mage de Paul Béorn, publié chez Brajlon. C'est une lecture commune avec Maud, lien de sa chaîne en barre d'infos comme d'habitude. À savoir que je lui avais offert le format poche pour notre swap et c'est elle qui m'a proposé une lecture commune. Donc comme j'avais déjà eu un gros coup de cœur à la première lecture, je me suis dit allons-y, c'est une valeur sûre. Et moi en ce moment, les valeurs sûres, ça fonctionne très bien. Et ouais, je regrette pas parce que ça a été encore un bon coup de cœur. Voilà, re-coup de cœur pour un tome que j'ai déjà lu. Donc ici, on est dans de la fantaisie purement classique. Vraie fantaisie, cap et d'épée. Il y a de la magie, mais on la voit pas tant que ça au final. On va donc suivre Jal. Jal est un déserteur. Il a fui l'armée parce qu'il en a sa claque. Il n'a pas envie de crever. Et puis voilà, c'est vraiment pas joyeux. Donc il s'enfuit. Et lui, il s'enfuit avec une statuette pour aller vivre et se dorer la pilule en bord de mer dans une ville éloignée. Il va se faire attraper, il va être blessé par une lance dans une vallée qui a été épargnée parce qu'elle a été cachée jusqu'à présent de la guerre et il va donc être soigné. En échange de ses soins, il va devoir protéger les gens du village. Autant vous dire que c'est pas du tout ce qu'il avait prévu, surtout que pour lui c'est juste des bouseux. Hein. Voilà, clairement il le dit, c'est des bouseux. C'est des moins que rien, c'est des va-nu-pieds, enfin, bref, il veut pas les protéger quoi. Je vous en dis pas plus parce que le livre est quand même gros, hein, puisqu'il fait plus de 500 pages, et il y a de quoi faire avec ça. Avec plus de 500 pages, l'auteur va nous développer un univers quand même bien fait, même si évidemment on va pas découvrir tous les pays, tout l'univers, mais il y a une mythologie qui va être quand même bien développée. La magie est très bien développée et elle est très originale puisqu'ici, les gens qui ont des pouvoirs magiques, c'est pas forcément à la naissance, ils le découvrent parfois bien plus tard quand ils sont adultes. Seulement pour utiliser la magie, c'est pas aussi évident que ça, il faut qu'ils forment un cercle avec 7 personnes. Et ces 7 personnes, s'il y en a un qui meurt, le cercle est brisé et ça devient compliqué d'utiliser la magie. Donc Jal, lui, est un personnage qui va évoluer tout du long. C'est un personnage qui au départ ne se souvient pas de son passé, et ça va revenir par flashback tout au long du roman. Donc on va découvrir tout un tas de personnages, d'autres personnages qui sont des villageois. Et ce que j'aime énormément dans ce roman, c'est le rythme et la façon dont l'auteur construit son récit. Ça démarre doucement, mais en fait la tension augmente petit à petit jusqu'à être à son comble et à littéralement exploser. Et je trouve que c'est fait d'une façon absolument génialissime. Les combats, ils sont extrêmement bien foutus, ils sont hyper intenses, ils sont pleins de rebondissements. Les personnages sont ultra attachants. Moi je les ai adorés, j'aime beaucoup le personnage de Jal. Alors Maud trouve qu'il est un peu trop larmoyant. Moi ça ne m'a pas dérangé particulièrement, voilà, ça m'a pas dérangé du tout. J'ai trouvé que c'était un personnage chouette, j'ai beaucoup aimé l'univers, encore une fois. C'est hyper addictif, l'auteur, il a une plume, mais alors quand on commence on s'arrête plus quoi. Moi c'est, voilà, la première fois je l'avais dévoré. Cette deuxième fois, un petit peu moins vite, je l'ai un petit peu plus savouré, et puis de toute façon avec le travail c'est un peu compliqué. Bref, vous voulez un bon roman de fantasy sans plonger dans la saga, mais quelque chose de développé, d'addictif, de bien foutu, franchement, lisez le 7e guerrier mage parce que ça ne peut que vous plaire.
Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce bilan du mois de la fantaisie. Je ne sais pas du tout quand est-ce que je pourrais vous la publier cette vidéo. Actuellement on est en juin. Je ne sais pas si je vais pouvoir vous la publier en juin, donc au plus tard je pense que vous l'aurez courant juillet. En retard du coup, mais comme on dit souvent, hein, mieux vaut tard que jamais. Du coup, n'hésitez pas à me dire si vous avez lu certains de ces romans, ce que vous en avez pensé, si ça vous donne envie également de les lire. Moi, comme d'habitude, je vous souhaite de très bonnes lectures et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.